Madame, Monsieur, bonsoir. Ce numéro met l'accent sur 3 sujets cette semaine. La vague de réaction et la décision de revenir aux anciens tarifs de data. Nous parlerons également de la communalisation en Côte d'Ivoire, un appel du président du Sénat lors de la rentrée solennelle. Et nous terminons avec le projet de la Congolité en RDC, être père et de mère congolais pour prétendre à la gestion du pouvoir d'État ou dans certaines hautes fonctions du pays. Pour en parler, nous recevons avec beaucoup de plaisir Antoine Assalé Tiemoko. Il est journaliste, député maire de Tiassalé. C'est une figure évidemment que vous connaissez très bien pour ces derniers jours dans l'actualité. Lanciné Bakayoko, journaliste, analyste politique, est avec nous. Il est chef du service économie à la rédaction de RT1. Avec beaucoup de plaisir également, nous recevons Félix Boni, qui est journaliste éditorialiste. Et pour terminer, Bledson Mathieu du quotidien Fraternité Matin est avec nous. Messieurs, bonsoir, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans le Club de la Presse. C'est un débat qui court depuis des jours. La réduction des volumes des données Internet et la hausse des coûts, le gouvernement a annulé la mesure et demande le retour aux anciens tarifs. On fait le point d'abord avec Davis Oyo et on se retrouve. C'est le 6 que la décision est rentrée en application. Dès le lendemain, le 7, la directrice générale de l'RTCI a écrit à tous les opérateurs pour leur demander de revenir à la situation ante. Le ministre de la Communication suspend les nouvelles mesures prises par l'autorité de régulation des télécommunications, ARTCI. Le 7 avril 2023, les nouveaux tarifs appliqués par les 3 opérateurs de téléphonie mobile ont suscité de vives réactions chez la population. Une pétition a même circulé. Le volume de data des paquets 4G a diminué avec une augmentation du coût du mégaoctet. De 0,4, le prix est passé à 0,8 francs CFA. Hortas. C'est un coût qui est même élevé plus qu'en Somalie. Le député maire de Tiassalé, artistes, influenceurs, sociétés civiles et associations de consommateurs ont dénoncé ces nouvelles mesures. Malgré l'appel au boycott et la suspension de la mesure par le gouvernement, les 2 mastodontes de la téléphonie mobile restent fermes sur leur position. Les anciens prix et volumes de mégaoctets ne sont toujours pas appliqués, à la différence du 3e opérateur qui s'y est déjà mis. La société civile montre du doigt le gouvernement. Pourtant, selon son porte-parole, ces nouvelles mesures visaient à encadrer les offres de téléphonie mobile et mettre fin à la concurrence déloyale tout en pensant à l'intérêt des consommateurs. Il s'agit notamment du relèvement du niveau des bonus de 100% à 200%, de la baisse du prix minimum de la data mobile de 20%, la faisant passer de 1 franc CFA le mégaoctet à 0,8 francs CFA et du maintien par les opérateurs de la conservation des avantages acquis par le consommateur en dehors de la période de validité de la souscription. Malgré toutes ces dispositions, les nouvelles mesures sont toujours décriées par les consommateurs. Alors c'est évidemment l'une des figures de cette lutte que nous avons beaucoup de plaisir à recevoir sur ce plateau, Antoine Assalé Tiemoko. Alors à ce jour, quel est le point de la lutte? À ce jour, on peut dire que la lutte a beaucoup évolué et que la situation s'améliore, évolue positivement parce que et le gouvernement et l'autorité de régulation ont convenu de ce que les opérateurs reviennent au prix qui était pratiqué avant le 6 avril 2023. Et donc aujourd'hui, l'un des opérateurs rapidement est revenu aux anciens prix. Les 2 autres ont argué qu'il fallait reparamétrer leur système, que cela prendrait autour de 2 à 3 semaines. Et donc pour le moment, ils ne sont pas encore revenus aux anciens tarifs. Et donc nous, à notre niveau également, nous continuons à mettre la pression pour qu'ils fassent le plus vite possible qu'on revienne aux anciens tarifs d'abord et puis ensuite que les tarifs diminuent en Côte d'Ivoire. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Ça fait 2 objectifs. Lanciné Bakayoko, est-ce que c'est une lutte évidemment que vous comprenez, que vous entendez de la part évidemment des consommateurs qui se plaignaient ces derniers temps? Oui, franchement, je comprends pleinement cette lutte. Et cette lutte est
d'autant plus utile que moi, je suis étonné que le gouvernement n'ait pas tapé du poing sur la table depuis bien longtemps au regard de la voracité des sociétés de téléphonie mobile. Voyez-vous, ces sociétés réalisent à peu près 2000 milliards de chiffre d'affaires, même si elles-mêmes brandissent 1015 milliards qu'ils annoncent au gouvernement. Mais en réalité, nous savons tous qu'ils sont bien au-delà des 1015 milliards de francs CFA. Et vous voyez, les chiffres d'affaires sont astronomiques. Même les bénéfices, par exemple, pour cette année, les 3 entités sont autour de 300 milliards de francs CFA au titre des bénéfices. La seule, il n'y a pas de publicité puisque c'est les 3 qui sont concernés. Orange a quasiment 153 milliards, le groupe de bénéfices. Et sur le seul segment de la data, c'est 123 milliards de francs CFA. Je pense que c'est énorme et il fallait que l'État tape du poing sur la table dans un contexte où les populations se cherchent. Il est quand même indécent que des sociétés empochent autant d'argent et continuent de pressurer les citoyens. Et ça, il fallait l'arrêter. Donc je pense que je comprends pleinement cette lutte. Je dirais même que j'y souscris. Et le gouvernement devrait aider les citoyens à ramener ces sociétés de téléphonie qui veulent forcément vider les poches des citoyens ivoiriens à la raison. Bledson Mathieu, quelle est votre réaction? Ouais, je ne suis pas aussi enthousiaste quand il faut décrier peut-être le comportement de ce qui se passe dans les multinationales. Je suis d'accord qu'il y a une conscience nationale, qu'on utilise aujourd'hui les réseaux sociaux pour former une sorte de veille, pour accompagner les différentes institutions que nous avons, parce qu'on a quand même des institutions suffisamment importantes, mais ça ne suffit pas. Donc, qu'il y ait une veille au niveau des réseaux sociaux, oui. Mais qu'on se mette dans un état d'esprit de s'en prendre à tous ceux qui viennent investir ici, je suis un peu gêné, parce que quand on parle des multinationales qui interviennent dans le domaine de la téléphonie, moi je vois des Ivoiriens qui travaillent là-bas. Moi je vois la création d'emplois. Moi je vois l'avenir des jeunes gens qui vont travailler dans ces multinationales-là. Qu'est-ce qui a dit le contraire, Bledson? J'ai l'impression que, c'est-à-dire, il y a un sentiment que je ne veux pas du tout partager, c'est de dire si quelqu'un investit, donc c'est un voleur. Non, je veux bien qu'il y ait une veille, parce que on ne peut pas prendre prétexte de gros investissements pour fixer des prix plus élevés. Il est intéressant que dans certains secteurs, et je suis heureux que j'ai sur ce plateau un député, qu'il y ait par exemple qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on pousse un peu plus loin parce que nos métiers de journalisme ne nous permettent pas d'évaluer réellement le coût de quelque chose. On n'a pas cette technicité, on n'a pas ces moyens-là. Mais qu'on puisse savoir dans chaque secteur, quand quelqu'un investit, quel est le prix minimum qu'il peut appliquer et aussi quel est le nombre d'employés. Parce que moi, je suis beaucoup plus porté sur le nombre d'emplois. Je suis vraiment choqué quand je vais dans une agence et qu'on doit faire un rang. Alors qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dehors, qui veulent travailler, on fait un rang dans une agence, dans n'importe quel secteur. Donc moi, je suis plus porté sur l'emploi. C'est pour ça que je suis frileux lorsqu'on s'attaque à un investisseur. Parce que c'est l'avenir de la jeunesse, c'est le privé, ce n'est pas le public, ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'emploi là-bas. Donc on ne peut pas inciter les gens à venir chez nous, à investir chez nous pour que nos jeunes gens aient du travail et en même temps créer un esprit anti-multinational, anti-investissement. Comme si, en me baladant, Mathieu, on n'est pas en train de créer un esprit. Donc ça, c'est non, Mathieu, je pense que tu nous as mal compris. Nous ne sommes pas en train de dire que nous sommes contre les multinationales ou que nous ne voulons pas des multinationales à Côte d'Ivoire. Bien sûr que nous voulons les multinationales, bien sûr que nous voulons la création d'emplois. Mais nous disons qu'ils ne doivent pas chercher à avoir de l'argent plus que de raison. Ça dit que nous sommes dans un contexte ivoirien où nous sommes dans une redistribution, si vous voulez, équitable de la richesse, mais il n'est pas du tout normal que ces multinationales-là, bon, moi je ne dis même pas multinationales, ça peut donner l'impression qu'elles viennent de l'extérieur. Ces entreprises tout court, ces sociétés, veuillent avoir plus que de normal. C'est ça que nous dénonçons. Nous ne sommes pas contre les multinationales. Alors, on termine le tour de table et puis on va revenir sur les réactions peut-être plus tard. Félix Boni. Moi, je voudrais tout de suite contredire le grand frère Bledson Mathieu en félicitant mon confrère, mais qui est sur ce plateau avec une triple casquette de député et aussi de maire, qui a le courage et le mérite de porter haut certains combats. On a vu son combat qu'il a porté par rapport au COJES, qui a fait changer beaucoup de choses dans ce domaine et qui a porté également et qui porte également aujourd'hui le combat sur la question de la téléphonie en Côte d'Ivoire. Et je crois qu'il est plutôt à féliciter qu'à vilipender sur un plateau parce que j'ai entendu des choses qui ne sont pas vraiment bien à dire au sujet parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui on est en train de mener, cette lutte est en train de se mener.
Alors, Bakayoko a tout à l'heure donné des chiffres et ces chiffres contredisent ce que mon aîné Blenson est en train de dire en ce moment précis. On n'est pas contre la création d'emplois, non. Mais les gros bénéfices que Bakayoko vient d'énumérer tout à l'heure montrent que, à côté de la création de l'emploi, il faut aussi respecter aussi les consommateurs. Parce que, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que le député a eu le mérite de révéler? Le député a eu le mérite de révéler quelque chose de comparatif. Et tout le monde aujourd'hui, plus ou moins, a les chiffres des coûts de l'Internet, de la téléphonie dans la sous-région. Et la Côte d'Ivoire fait partie des 5 pays qui ont les coûts les plus chers. Quand vous comparez le pays qui a le coût le moins cher, le Ghana, et la Côte d'Ivoire, c'est vraiment la nuit et le jour. C'est plus de 10 fois le prix de ce que le Ghana a pris que le Sénégal, le Nigeria et autres. Alors, il faut plutôt faire en sorte, puisque l'ARTCI, qui gère ce domaine, même Madame la directrice a fait une interview dans un support maison que je trouve comme étant une communication vraiment contre-productive parce que on aurait bien voulu la lire dans des médias, peut-être comme Fraternité Matin et le média de service public, que ce soit un journal de l'entreprise pour un problème national qui se pose. Elle a bien défini le rôle de la STCI, assainir la concurrence entre les opérateurs, assurer la protection des consommateurs, favoriser le développement pérenne. Il y a des choses, le développement pérenne du marché, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je m'arrête sur le rôle de la protection des consommateurs. Mais c'est le plus important. Il ne s'agit pas seulement d'encourager les multinationales à venir créer de l'emploi, mais quand on crée de l'emploi, on a une responsabilité sociale vis-à-vis du public, et surtout quand on a des consommateurs en face, il faut respecter ces consommateurs. Et la concurrence, c'est le moyen pour que les consommateurs puissent avoir quand même bénéficier de tout ce qui crée des emplois ici dans notre pays. Et donc, pour moi, ce combat que le député a révélé, c'est un combat qui mérite que l'État prenne vraiment à bras le corps le problème. Et parce que la téléphonie en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a adopté une politique de digitalisation qui veut dire vulgarisation de l'outil digital, donc accessibilité par la grande majorité à tout ce qui est produit de la digitalisation. Alors je crois que la Côte d'Ivoire doit pouvoir prendre des dispositions pour que ce problème soit résolu. Bledson qui veut peut-être reprendre la parole. Oui, parce que vers la fin, il a dit quelque chose qui est très intéressant. La Côte d'Ivoire a fait un choix de digitalisation. Donc de porter l'Internet sur l'ensemble du territoire. Donc de faire en sorte aussi que la qualité d'Internet soit d'un niveau international. Ça, c'est le choix que la Côte d'Ivoire a fait. Si on reste dans ce choix-là, ça veut dire aussi que ça nécessite de l'argent. Et ceux qui mettent leur argent là-dedans, il ne faudrait pas... Je suis vraiment gêné. Je suis vraiment gêné parce que quand on parle de data, ce n'est pas une feuille de manioc ou une feuille c'est quelque chose que quelqu'un a créé. Quand on parle de consommation Internet, c'est quelque chose que quelqu'un a créé. Il est intéressant, et c'est pour ça que je dis encore heureux qu'il y ait un député sur la table, que par exemple, une commission à l'Assemblée nationale écoute, analyse, pour qu'on sache combien ça coûte. Parce que la notion de c'est trop cher ou c'est moins cher est relative au coût de production. Si nous ne faisons pas attention, nous allons contraindre ceux qui investissent dans le domaine à réduire leurs investissements. Donc nous allons rester avec, si vous voulez, un Internet mais de faible débit. C'est des domaines, je m'y connais légèrement pour un certain nombre de choses. Mais on a tous assisté, par exemple, que par le passé, pour nous qui sommes d'un certain âge, on faisait le téléphone avec les fils électriques. Ça passait de village en village, ça allait des câbles qui repartaient. Après, on est venu à ADSL. Et puis, on n'a même pas fini d'exploiter l'ADSL lorsque les gens ont déployé tout le matériel pour l'ensemble du pays. On n'était pas arrivé lorsqu'on est passé à la fibre optique, qui est complètement différente. Ce n'est plus un câble fibre, ce n'est plus un câble cuivre, ce n'est pas le cuivre, mais c'est devenu des câbles de verre. Donc, ces infrastructures ont été abandonnées pour venir faire la fibre optique. Aujourd'hui, lorsque tu fais une vidéo en Côte d'Ivoire, et que tu veux mettre sur Facebook, la vidéo part à partir des antennes paraboliques, des antennes qui sont dans les quartiers, les antennes relais. Mais ça va où? Ça va finir par aller emprunter des câbles marins pour aller en Europe, puis des câbles marins pour aller aux États-Unis, surtout Facebook et autres. Donc c'est à partir de là, ce transport, il a un prix. Ce transport a un prix. Il faut. Si on entendait Bakayoko tout à l'heure, ça veut dire que ça va bien puisqu'il y a beaucoup de bénéfices, il y a beaucoup d'argent. Non, pas de chiffre d'affaires. Moi, ça m'a bien plu quand même. Des chiffres d'affaires et de bénéfices. Les chiffres, comment on appelle ça, annoncés, c'est-à-dire il a parlé de 2000. Non, ces sociétés déclarent 15 milliards au gouvernement, qui apparemment n'a même pas les moyens de vérifier. Mais nous savons par exemple que sur
Orange, elle seule, avait réalisé près de 965 milliards en 2021. Bon, vous voyez que ça... Donc pour vous, c'est peut-être invraisemblable. beaucoup plus élevé. Alors, je je redonne la parole à Moi, je Saleh prends ce Tchimoko. chiffre. Oui. Supposons qu'une compagnie, peu importe laquelle, a fait un chiffre d'affaires de 1000 milliards, arrondissons, et qu'en temps, tu as dit tout à l'heure qu'ils ont réalisé un bénéfice de 100 milliards. 153 milliards. 153 milliards. Si tu prends ces deux proportions, quelqu'un qui a fait un chiffre d'affaires de 1000 milliards, si son bénéfice c'est 100 milliards, je peux prendre les chiffres les plus simples, cela veut dire que c'est au moins 10% de ce qu'il a fait comme argent. Le reste est au parti où? Le reste est en Côte d'Ivoire. Dans les investissements. Le reste est dans l'investissement, le reste est dans le traitement salarial des gens qui travaillent là-bas, le reste sert à payer les entreprises. Mais Bledson, c'est quand même pas mal payé. Si quelqu'un... Non, moi, je pense que... Saleh Tchimoko a la parole, Non, s'il vous plaît. je pense que Bledson fait fausse route et que la question ne se pose pas telle qu'il l'explique. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas seuls sur la terre. La Côte d'Ivoire est entourée de plusieurs autres pays qui ont un niveau de développement pas forcément plus élevé que la Côte d'Ivoire. C'est les mêmes investissements que les gens font dans tous les pays. Il n'y a pas de raison que... La tendance mondiale d'Internet est une tendance baissière. Il n'y a pas de raison que la Côte d'Ivoire soit le pays où Internet augmente. Ce n'est pas possible. Quelques explications économiques que vous apporterez à ça, c'est en contradiction avec le principe que Internet doit être accessible. Ce qu'il faut noter, ce n'est pas une question d'emploi. Internet est devenu aujourd'hui une donnée indispensable. L'État de Côte d'Ivoire a créé des universités virtuelles où les enfants prennent les cours en ligne. Sous prétexte qu'ils font des investissements, donc on doit exclure nos étudiants de l'accès à Internet. C'est ce que vous voulez dire par là? Parce qu'ils investissent, ils emploient les gens, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Non, c'est ce que vous voulez dire. Non, c'est pas ce que je veux dire. Non. Il n'y a pas un esprit, il n'y a pas un esprit anti... Faut pas non plus. C'est-à-dire, quand on regarde les chiffres... Il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'esprit vous aurez la parole. Il n'y a pas d'esprit anti-multinational. Okay, ça, il ne faut pas mettre ça. Le combat qu'on mène, c'est bon déjà. Ce n'est pas contre les multinationales. Ça, c'est déjà Le bon. combat qu'on mène, c'est contre une pratique qui n'est pas acceptable. Vous parlez d'investissement. Mais quand un citoyen achète un produit de téléphonie mobile à hauteur de 30 000 francs, on dit c'est pour un mois, et qu'il consomme sur 2 jours, et que parce qu'il n'a pas le temps de la voyager, quand il revient, ça n'est plus disponible. On lui a raflé ça. Vous trouvez que c'est normal qu'on récupère ce qu'il a payé? C'est un investissement. C'est un investissement aussi qu'il a fait pour travailler, on lui a retiré ça. Quand vous vous levez le matin, prenez votre téléphone, que vous voyez qu'on vous a prélevé 300 francs pour un produit que vous aurez souscrit, alors que vous ne vous en souvenez pas. Vous pensez que c'est normal ça? Quand un opérateur s'élève et qu'il fait des choses, par exemple, la loi dit qu'il ne doit pas facturer les Ivoiriens pour des produits qu'ils n'ont pas consommés, et qu'il se permet de le faire, et qu'il vaut par derrière des milliards. Vous trouvez que quand on en parle, on est contre les multinationales? Non. Le secteur est organisé. Des lois encadrent le secteur. Ces lois-là, elles ne doivent pas être violées. Quand un régulateur prend une décision pour dire ne retirez pas à vos consommateurs, à vos clients les produits qu'ils ont déjà achetés et donc ils ont l'acquisition. Et que par derrière, ces opérateurs, en violation de la décision du régulateur, récupèrent tous les mêmes produits. Vous trouvez que quand on en parle, on est contre les multinationales? Non. Dans un État, il y a des lois qu'il faut respecter. Les consommateurs ont des droits qu'ils doivent respecter. La loi dit que le régulateur protège à la fois les consommateurs et les opérateurs. Dans cette affaire, le régulateur dit que le secteur de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire est le secteur le plus dynamique du secteur des télécommunications. Mais vous parlez de quoi? Ils réalisent de l'argent, ils investissent, ils gagnent de l'argent, ils paient des impôts, mais les consommateurs aussi ont des droits qu'on doit respecter. On ne doit pas les prélever, on n'a pas du jour au lendemain. Sans les consommateurs, ils n'ont pas cet argent. 100% le coût Internet. Saleh Tchimoko, il vous a interpellé. Sans consommateur, il n'y a pas de bénéfice. Non, il faut quand même que je vous dise. Donc, je résume pour dire qu'il n'y a pas un esprit anti-multinational. La tendance mondiale Internet est en train de baisser. Dans tous les pays, le coût baisse. Il n'y a aucune raison. D'ailleurs, regardez la décision du régulateur. Le régulateur a fixé un coût plancher en 2021. D'accord? En 2020. En disant, pratiquer un coût de 1 franc en dessous duquel vous ne pouvez pas descendre. Eux-mêmes ont fait leur calcul. Ils ont découvert qu'avec les taxes qu'ils appliquent, ils sont à 1300. Ils ont décidé d'appliquer un prix médian qui était de 0,499 francs. Donc pratiquement 0,5 francs. Donc la moitié de ce que le régulateur leur a imposé. Mais en faisant ça, ils ont réalisé un chiffre d'affaires qui était pratiquement en croissance de 39% par rapport à 2021. Alors, donc, d'où vient que, alors qu'eux-mêmes, même en divisant en deux le coût qu'on leur a imposé,
ils font de grands bénéfices, qu'on vient leur dire non, non, augmenter encore. Il y a des Ivoiriens qu'il faut prendre en compte. C'est un coût plancher, hein, pas plafond. C'est ce qu'il dit, un coût plancher. Oui, sur la Ils question, ont divisé. voilà. Et donc, on leur demande augmenter encore. Mais les Ivoiriens peuvent réagir pour dire c'est trop. On a D'accord. ce droit-là. Oui, Avant vous, Bledson, s'il te plaît, monsieur le maire, je voudrais ajouter à ce que tu es en train... bon, c'est le maire. Ce que vous êtes en train de dire, mais il y a tout un système frauduleux même qui est organisé. C'est frauduleux. Ce matin, par exemple, c'est factuel. À 11h49, je reçois un message info Vidigo. Vous avez été débité de 130 francs. Je dis, mais Vidigo, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Quel est ce contrat où l'une des parties ne connaît pas les clauses et n'a rien signé? La minute qui suit, je reçois un autre message, YouScribe. Vous êtes débité à 130 francs. Voilà. Je dis, mais attends, quelle est cette affaire? Quelle est cette affaire? Ça dit que cette voracité qui veut forcément faire de sorte que la population paye et ne finisse pas de payer. Non, on ne peut pas continuer cela. C'est pour ça que je voudrais, peut-être je n'aurai plus la parole, mais je voudrais répondre sur une proposition de M. le maire. Il disait qu'il souhaitait que de nouveaux opérateurs entrent dans le système et que les prix restent libéralisés. Moi, d'accord, mais moi-même, je veux aller plus loin. Je veux que les prix soient administrés, comme le gaz, comme l'électricité, comme le courant. Parce qu'aujourd'hui, Internet est devenu un produit social. C'est devenu une denrée de grande consommation. Donc, il faut vraiment tenir compte... Je pense que c'est le rôle quand même que joue la RTCI qui oui, fixe mais quand même si la des RTCI ne prix. joue pas son rôle sous prétexte qu'elle est une autorité indépendante, il faut que l'État s'implique parce qu'en fin de compte, c'est au gouvernement que la population viendra rendre compte. D'accord, merci Lanciné. Ouais, non, mais je vous rassure que vous aurez la parole. Hein. Ouais, voilà, justement. Bledson. Tant que lui, si lui-même doutait, donc moi je la garde quand même suffisamment, je dis tout ce que j'ai. Non, il faut, ce que je dis, ce n'est pas que peut-être les multinationales ou les entreprises qui sont dans le domaine de la communication, d'un TIC, fonctionnent normalement. Je n'ai pas dit ça, je suis aussi consommateur. Hein. Donc, quand les prix montent, ou alors quand on te prend quelque chose que tu as déjà acheté, ou alors que tu n'as même pas acheté, le cas que tu viens d'évoquer, que tout le monde reçoit, on t'envoie un message pour dire que votre compte a été débité de 100 francs pour quelque chose, tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Je ne défends pas cela. Mon problème, parce que depuis que le problème est enclenché, d'abord au départ, j'étais complètement d'accord, mais après, j'ai ressenti un sentiment anti-investisseur. Je dis notre... Hein? Ça vient de qui, ce sentiment-là? Vous avez vu ça où? Ben, c'est là où vous avez parlé. Ça. Non, ça, non, le problème le sentiment anti moi, je veux bien qu'on fasse la différence entre celui qui investit et celui qui vient voler. Bon, non. Je veux aussi que, et ça c'est extrêmement important, peut-être quand tu parles d'une deuxième étape de combat, si j'avais peut-être l'autorité que tu as, que le prochain combat soit à évaluer le coût réel de l'Internet. Mais ça, j'ai demandé que au Parlement, je fais la démarche. Mais le Parlement À partir du moment Non, où il a interpellé le député. Lanciné, il a interpellé le député. Ça veut dire que les investissements Lanciné, s'il vous plaît. proportionnés, les bénéfices plus... Lanciné, s'il vous plaît. Vous avez raison de penser que le Parlement doit jouer un rôle à ce niveau-là. Ouais. Et je suis entièrement d'accord. Et moi, je vais faire la démarche, en tant que député, de ce qu'on convoque tous les opérateurs, qu'on comprenne ce qui se passe dans le secteur. Voilà, mais je vous garantis que, tel que ça fonctionne, je ne suis pas sûr que la démarche que je vais faire auprès du Parlement va aboutir. Vous savez qui a la majorité au Parlement? Voilà, il ne faut pas que ça, pas qu'on se cache la vérité. Si le Parlement veut jouer son rôle, il jouera son rôle. Mais la question se pose, les Ivoiriens sont un tiers, il faut que le Parlement envoie tout le monde devant le Parlement et qu'on demande aux gens, qu'est-ce que vous faites dans le secteur? Qui investit quoi? Pourquoi est-ce que c'est aussi cher? Qu'on nous fasse un rapport investissement, production de la data et le coût. Comme ça, on saura quel est le niveau. Parce que je sais que, moi j'ai enquêté dessus, il y a parmi les 3 opérateurs en Côte d'Ivoire, il y a un qui facture le giga à pratiquement 3 francs, à 3 francs, 0,3 francs. 0,3 francs. Il facture à ça et il fait 100 milliards de bénéfices. Pourquoi vous voulez qu'on l'oblige à faire 8, 0,8? Pourquoi? Il fait à 0,3, il fait 100 milliards de bénéfices. Vous voulez qu'il fasse maintenant 0,8 pour faire pratiquement 400 milliards de bénéfices. Ça obéit à quoi? Puisqu'il prend ça dans la poche des Ivoiriens. Donc c'est notre rôle de dire, ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner. L'article 111 de la loi sur les télécommunications dit que la fixation du prix est de l'entière responsabilité des opérateurs, dans un contexte de libre concurrence.
Pourquoi est-ce qu'un régulateur peut intervenir pour dire, nous, on vous impose un prix au-dessous duquel il n'est pas descendu? Un prix plancher. Un prix plancher. Même pas un prix plafond, un prix plancher. Au moins, vous fixez un prix plancher et un prix plafond et joue au milieu. Et dit qu'on défend les consommateurs. Voilà, vous mettez un prix plancher en dessous duquel il ne peut pas défendre. Alors que quand ils font 3 fois moins cher que ça, ils font 100 milliards de bénéfices. Ça obéit à quoi? Quel est le rôle du régulateur? Donc, en tant que citoyen, on se plaît. Voilà un peu pourquoi on réagit. Ce n'est pas un sentiment anti-multinational, ce n'est pas un sentiment anti-investissement. On sait qu'ils embauchent des Ivoiriens. D'ailleurs, même cette affaire d'emploi qu'ils créent, là, il faut regarder de près quel type d'emploi ils créent pour les Ivoiriens. On met les gens dans la précarité et on joue dessus pour tromper le gouvernement. Il faut qu'on regarde de près tout ça là. Félix Boni, qu'on n'a pas trop entendu, Félix. Oui, mais je suis, même si vous ne m'avez pas entendu, je pense que Bakayoko et le député défendent suffisamment bien ce qu'ils disent, éloquemment ce que je veux dire aussi. Je veux dire, on ne peut pas créer d'entreprise sans consommateurs. Si ces entreprises prospèrent, c'est parce qu'il y a des gens qui payent. Il y a des clients. Et ces clients, il faut les respecter. On ne faut pas utiliser le prétexte de création d'emplois multinationaux. Mais la multinationale qui vient créer un emploi dans un pays, ce n'est pas un philanthrope. C'est quelqu'un qui vient chercher de l'argent. Et nous aussi, qui lui donnons l'opportunité de créer de l'argent chez nous, il faudra qu'il nous apporte quelque chose. Et le consommateur qui lui permet d'avoir de l'argent, il faut respecter le consommateur. Et le régulateur doit pouvoir jouer son rôle. J'ai l'impression qu'on régule pour protéger plus le créateur d'emplois au détriment du consommateur. Non, c'est vrai, il faut protéger le créateur d'emplois. Il faut permettre aux investisseurs de pouvoir prospérer. Mais il faut permettre aussi aux populations pour lesquelles on a un service public de profiter du fruit de la croissance dans notre pays, c'est-à-dire de ce qui est créé comme emploi dans le pays. Mais il ne faudrait pas défendre l'employé, je veux dire le créateur d'emplois, au détriment des consommateurs. Ça, franchement, si les choses se passent telles que on entend là, c'est suffisamment grave. Parce que quand je finis de lire ce que j'ai lu, et j'espère que cette interview, peut-être, Madame la directrice de la RTCI, peut-être va la faire sur un média public pour que tout le monde puisse avoir accès à ça, parce que pour l'instant, c'est sur un support interne à la RTCI. Tout le monde ne va pas à la RTCI pour avoir cette interview. Mais vous l'avez eu. Quand vous finissez de lire ça, vous vous demandez, est-ce que la RTCI travaille vraiment pour protéger les droits des consommateurs? Parce qu'on a toute l'impression qu'on veut protéger des multinationales pour qu'elles continuent de prospérer, mais au détriment des consommateurs qui donnent cette prospérité aux multinationales. Un mot dessus. Par rapport aux coûts qui sont pratiqués, vous voyez que le gouvernement a sommé les entreprises de revenir au statu quo ante en revenant aux anciens prix. 2 prennent le temps pendant que 1 est déjà revenu aux anciens prix. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il faut lire le courrier de l'ATCI. Ils disent que la communication des nouveaux prix par les opérateurs aux consommateurs a violé l'article 174 de la loi sur les télécommunications. À savoir qu'ils devaient communiquer 1 mois avant les prix à l'RTCI, avant de les rendre publics. Et donc, si on interprète juridiquement ce passage de cette décision, ça veut dire que les prix qui ont été communiqués sont réputés n'avoir jamais existé. Puisqu'à la base, ils ont violé une loi. Et donc, le gouvernement, tirant conséquence de cela, a demandé que les gens, même si on dit, par ailleurs, on peut dire même que l'ATCI veut se prévaloir de ses propres turpitudes, parce qu'il ne peut pas demander aux gens, par une note confidentielle le 5, d'appliquer un prix le 6, et puis après venir leur dire non, 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 vous avez appliqué, c'est vrai, mais vous devez informer d'abord 1 mois avant, alors que 4 heures plus tôt, vous avez dit d'appliquer. Ça, c'est notre débat. Mais quand on découvre qu'ils ont violé la loi, le gouvernement leur demande de revenir aux anciens prix. Ils disent, il nous faut 3 semaines pour revenir aux anciens prix. Mais entre-temps, ils appliquent les prix qui sont suspendus. Ça pose un problème de droit. Les prix qu'ils pratiquent aujourd'hui, qui sont considérés comme illégaux, puisqu'ils sont réputés n'avoir jamais existé, quand ils vont revenir aux anciens prix, est-ce qui a été pris dans l'intervalle? Comment on fait? Parce que ce matin, j'ai vérifié un peu les tarifications d'un des opérateurs qui est revenu aux anciens prix. Il vend le giga à 0,4 francs, pardon, à 400 francs. C'est ce qu'il pratiquait avant la décision du 6. Il vend ça à 400 francs. Et en faisant 400 francs, le giga, il a fait pratiquement 43% de revenus en croissance. 43%. En faisant 400 francs. Maintenant, on lui demande de faire à 1000 francs. Mais où est la logique? Quelqu'un fait à 400 francs, il est le premier au niveau des 3. Il fait à 400, mais il est premier. Ça veut dire qu'il a eu plus d'abonnés. Maintenant, on lui demande de faire à 1000 francs. Parce qu'on veut que celui qui a été dernier soit premier. Non. Il faut tenir compte des Ivoiriens. Et le type, il facture à 400. Il est premier. Mais que les autres aussi viennent à 400, ils vont voir les clients. C'est ce que la loi dit. La régulation par le prix.
Oui. Donc, vous demandez à quelqu'un de passer de 400 francs à 1000 francs. C'est quoi la logique? Mais Donc, alors- les citoyens sont en droit de se plaindre. Mais c'est quoi la suite finalement? 3 semaines pour techniquement être prêt pour revenir au statu quo ante. Mais la suite, c'est qu'ils La vont suite. revenir au statu quo. Mais nous, on pose la question de savoir ce qu'ils prennent dans l'intervalle, qu'est-ce qu'on en fait? Puisque c'est des prix illégaux qu'ils pratiquent. Ça va être un débat qu'on va poser après ça. Donc, ils doivent revenir aux anciens prix. Mais ces anciens prix, déjà, même, sont trop élevés. Il a parlé du Ghana à côté. Le Ghana a pratiquement la même économie que la Côte d'Ivoire. On a le même niveau de vie. Prenons le Sénégal, moins que nous. Prenez le Sénégal. On a le même niveau de vie. Pourquoi est-ce que ça coûte 2 fois moins cher à côté de nous ici qu'en Côte d'Ivoire? Avec un débit aussi rapide. Donc, il y a des questions qu'on doit traiter. Et c'est pour ça que je dis que le Parlement a un rôle important à jouer. Et moi, en tant que député, je vais jouer ce rôle-là au Parlement. Mais vous savez qu'on a une machine où, moi seul, je ne peux pas amener la majorité à réagir. Vous êtes un élu de la nation, donc il Voilà. faut déjà Voilà, mais on va commencer. comment faire la démarche pour qu'on nous explique, pour que les Ivoiriens comprennent pourquoi. Qui investit quoi? Pourquoi le coût de production et le prix de vente sont très élevés comme ça? On veut comprendre tout ça. On produit à combien? Et on vend combien? Et à quel niveau? À quel pourcentage ils doivent arriver pour qu'on dise qu'ils font un bon bénéfice ou bien qu'ils doivent aller encore plus loin? Tout ça, on doit comprendre. Donc, c'est des questions 5 importantes. secondes. D'accord. Cinq Les Ivoiriens secondes. doivent Mais regarder de près. Oui, Moi, on aura juste vraiment 5 fait secondes, le je tour. voulais juste En dire, 5 secondes, oui. dans un système libéral où on est, je ne comprends pas pourquoi on fixe des prix planchers. On devrait plutôt fixer des prix plafonds à ne pas dépasser, mais pas des prix planchers en dessous desquels on ne peut pas fonctionner. Dans un système libéral, le système libéral, c'est la libre concurrence et on devait permettre à ces opérateurs-là de pratiquer cette libre concurrence au profit des consommateurs. Oui, quand avec on quand même prétend une intervention de l'État quand dans on ce prétend sens, c'est- défendre ces consommateurs. Oui, peut-être. Non. Oui, non, c'est-à-dire que... C'est pas que le gouvernement a compris maintenant. Non, c'est pas que j'ai compris, mais il y a quand même quelques ambiguïtés qu'effectivement le processus d'augmentation et la suspension a été tellement rapide et c'est fait dans un certain flou Oui. que certaines positions sont un peu difficiles à défendre dans l'état actuel. Tout à l'heure, tu as évoqué le cas de l'ATCI qui prend une mesure, après l'ATCI dit je retire une mesure, lui il a parlé d'une interview qu'il a lue dans un journal interne. Ouais, les choses qui deviennent un peu difficiles à défendre, c'est ATCI, Orange, Move, MTN. Si tu ne fais pas trop attention, on t'agresse. Mais par contre, l'ATCI, ce n'est pas une structure à brûler. Non, ce n'est pas une structure à brûler. régulateur, de Il y a eu toutes beaucoup- les façons. voilà, c'est le régulateur et la plupart de ces décisions, peut-être en dehors de la dernière, ont été beaucoup plus au bénéfice des consommateurs que des opérateurs. Des opérateurs que des consommateurs. Non, la plupart de La ces... mesure de suspension. Hein? Oui. D'accord. Non, Bon, ça, alors, c'est juste avant, je pense que. il demande que les... Je voudrais juste ajouter que Vraiment moi, je rapidement. propose qu'on réforme entièrement la législation sur les télécoms. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut donner beaucoup plus de pouvoir à l'ANSUT pour que les investissements au niveau des infrastructures L'ANSUT qui assure les services universels. relèvent de la souveraineté de l'État. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, si ces investissements, l'État n'assume pas toute sa souveraineté sur les investissements, d'ailleurs même c'est une question de sécurité publique, Absolument. il faut que cela soit fait pour que ces opérateurs privés viennent se greffer sur ce qui est déjà fait pour que l'État soit capable maintenant d'administrer correctement les prix. Sinon, C'était l'idée de départ avec l'ANSUT qui mais avait il à faut charge donner davantage le de déploiement moyens. du backbone Aujourd'hui, national. on voit des On a bien compris. investisseurs privés qui vont creuser des trous partout en ville. Non seulement ça pose un problème d'assainissement, un problème de salubrité. Après, ils laissent ces trous, ils s'en vont. Sous ce prétexte-là, ils disent nous avons fait des investissements Ouais. et donc ils vont fixer des prix qui aujourd'hui donnent des coûts démentiels. Non, on ne peut pas continuer dans ça. C'était l'idée de départ, en tout cas, depuis plus de 10 ans, quand le secteur s'organisait pour la dernière fois. Rapidement, pour terminer. Rapidement, donc j'embraye sur ce qu'il a dit. Moi, j'ai travaillé un peu sur le projet de construction d'un réseau national de fibre optique. C'était un programme de souveraineté. L'ANSUT a investi près de 114 milliards dans ce projet-là. Mais au moment où je vous parle de ce projet, il est à terre. Il a été complètement torpillé. Moi, j'ai fait une grande enquête dessus. Et c'est un immense scandale. Peut-être qu'un jour, on va en parler au Parlement. Première chose. Deuxième chose, c'est un appel qu'on lance aux gens. Il faut que les opérateurs de téléphonie mobile aient un rapport de respect vis-à-vis de leur clientèle. Il y ait moins d'arrogance. On sent beaucoup d'arrogance dans leur façon de faire. Et tout ça, à terme, ça énerve les gens. Parce qu'on a un contexte politique mondial qui est très, très tendu. Et donc, il y a des petits actes qui peuvent pousser les gens à réagir très rapidement. Donc, les opérateurs doivent faire preuve de moins d'arrogance. Et que dans leur façon de faire, qu'ils comprennent que sans consommateur, il n'y a pas d'opérateur mobile. Absolument.
Voilà. Si aujourd'hui on décide tous d'arrêter de consommer tous les produits, il n'y a pas de téléphonie mobile. Et donc il faut qu'on joue ce jeu-là ensemble et qu'on avance ensemble. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir travailler pour que les coûts reviennent à la baisse. Parce qu'il faut que les coûts reviennent à la baisse. Il n'y a pas à revenir aux anciens prix seulement. Il faut que les coûts reviennent à la baisse. Merci. On va travailler dans ce sens-là aussi. D'accord, merci. Alors on va aborder un autre sujet, la communalisation. C'est ce à quoi appelle le président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kouadio, lors de l'ouverture de la session ordinaire de la Chambre, estime que c'est un bon levier de développement de nos collectivités. David Soyo. Le jeudi 13 avril s'est ouverte la session parlementaire 2023 du Sénat. Le retour des sénateurs à l'hémicycle s'est déroulé en présence du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, mais il est connu du Premier ministre Patrick Achi, des membres du gouvernement et des hautes personnalités ivoiriennes et étrangères. Occasion pour le président de l'institution, Jeannot Ahoussou Kouadio, de donner les grandes orientations de l'année parlementaire 2023, notamment la communalisation totale du territoire national à l'horizon 2030. Cette disposition permettra un développement local plus rapide de nos cités en termes d'infrastructures et de politique sociale. Elle permettra d'assurer également la pérennité des infrastructures de proximité réalisées par le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour l'épanouissement des populations. Cette réforme demandée par le Sénat n'est pas sa première tentative. Cette fois, la communalisation totale du territoire national sera-t-elle réalisable? Et comme nous avons l'avantage d'avoir justement le maire de Tiasalé à une centaine de kilomètres un peu plus au nord d'Abidjan, c'est évidemment une question qui vous intéresse. Oui, c'est une question qui nous intéresse fortement. Et d'ailleurs, je suis heureux que maintenant le Sénat l'évoque publiquement. On ne pourra pas faire un développement sur tout le territoire national si partout il n'y a pas de maire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez de gros villages qui sont en dehors des communes et qui sont du ressort des conseils régionaux. Mais les conseils régionaux ont des superficies tellement grandes à gérer que parfois, ils peuvent taper 5 ans sans que le président du conseil régional lui mette le pied dans une sous-préfecture. Et donc, il s'agit maintenant de faire en sorte que l'administration municipale, communale, arrive dans tous les secteurs du pays pour que les populations soient le plus proches possible des lieux de développement. On aura beau développer à Abidjan, tant que les gens auront l'impression que c'est Abidjan que se trouve toute la Côte d'Ivoire, Abidjan sera toujours envahi par les populations. Donc il va y avoir tout cet exode-là, mais en communalisant, il y aura des élus partout et le développement va être dans toute la Côte d'Ivoire. C'est donc un truc qui est extrêmement important. Mais en même temps, en disant ça, moi je m'inquiète un peu parce que même avec 201 communes, aujourd'hui, les ressources que l'État apporte aux 201 communes représentent à peine moins de 3% du budget national. Là où les recommandations de l'UEMOA, c'est 20%. On dit qu'il faut 20% du budget national pour le développement local. Là, nous, on est à moins de 3%. Donc, on est largement en dessous des normes recommandées par l'espace, par l'UEMOA. Première chose. Deuxième chose, déjà, mais au niveau des communes que nous gérons aujourd'hui, il y a la question de la salubrité. Donc, le Sénat a son rôle de défendre les collectivités. Il y a la question de la salubrité. C'est-à-dire que depuis 2003, par un décret, on a retiré aux maires leurs compétences en matière d'enlèvement d'ordures. Donc, les maires n'ont pas compétence pour enlever les ordures dans leur commune. On a confié ces compétences-là d'abord à l'ANASU, qui a échoué, et puis on est venu créer maintenant l'ANAGED, qui est là depuis 2018, et donc qui a le pouvoir, qui a la compétence de nettoyer toutes les villes. Comment on peut penser que, là où on parle de décentralisation, on puisse confier un rôle important de la commune à une structure qui est basée à Abidjan et qui est chargée elle seule d'enlever les ordures partout? Aujourd'hui, le maire de Tessalé, quand il va soutenir son budget à Abidjan, il vient à Abidjan faire son budget, on lui dit, monsieur le maire, vous n'êtes pas compétent pour enlever les ordures dans votre commune. Ce n'est pas votre rôle. C'est l'ANAGED. Et effectivement, les redevances que payent mes populations sur les factures de courant reviennent à l'ANAGED. Les impôts de ma commune, une partie revient à l'ANAGED pour qu'elle ramasse les ordures de ma commune, mais elle ne le fait pas. En tant que maire, je fais comment? Il laisse ma ville envahie par les ordures, il faut que je trouve autour de 100 millions pour faire ce travail. Donc il y a d'abord ce combat que le Sénat doit mener avant de parler de communalisation. On n'arrive même pas à gérer 201 communes. On va en créer 5000 avec l'argent. Donc il faut d'abord qu'on ait une vraie volonté politique de démontrer qu'on va envoyer de l'argent aux communes pour que celles qui existent déjà fassent leur travail avant d'aller créer des communes qui ne seront pas viables parce qu'elles n'auront rien pour fonctionner. Donc c'est bon, l'idée,
mais déjà qu'on nous montre qu'il y a une volonté politique d'aider les communes qui existent déjà à travailler, en faisant par exemple en sorte que l'ANAGED joue son rôle, qu'elle arrête de prendre notre argent dans les communes pour travailler pour Abidjan, alors qu'on en a besoin pour les communes. C'est ce que je voulais dire comme développement. L'ancien Bakayoko, c'est peut-être trop tôt? Oui, moi je pense qu'en attendant d'avoir le contour, le développement, en tout cas en attendant que le Sénat exprime le fond de sa pensée et en donne les délimitations, moi je reste un peu dubitatif sur la question parce que je me dis que les communes telles qu'elles fonctionnent, elles manquent de viabilité. Elles n'ont pas les moyens. Maintenant, si je vais dans l'hypothèse qu'on veut communaliser l'ensemble du territoire, je ne sais pas autour de quelle entité administrative ces communalisations vont se faire. Je sais par exemple qu'en 2023, la Côte d'Ivoire a 8576 villages, dont 4000 ont déjà été bornés et délimités. Donc je ne sais pas si ces villages vont être incorporés dans les communes, mais je doute fort que ça soit fiable, qu'il y ait de la viabilité. Parce que je ne suis pas convaincu qu'une population qui se trouve, moi dans mon village par exemple, comprendrait qu'elle se trouve dans son village et qu'on lui demande pour un marché hebdomadaire qu'elle paye des taxes. C'est difficile. En tout cas, cette culture-là n'est pas pour le moment partagée, vulgarisée au sein des populations. Donc moi je trouve cela un peu trop précoce. Il faut d'abord voir la viabilité, la faisabilité. Mais je suis encore dubitatif. Par exemple, je prends une commune comme Yopougon, qui est d'ailleurs une vraie commune. Lors du budget, le budget primitif qui a été adopté en 2023, c'est autour de 10 milliards 7 qu'ils ont voté comme budget. Mais sur les 10 milliards, on prend plus de 8 milliards 6 pour le fonctionnement. Ça veut dire qu'on prend 8,6 milliards pour l'entretien du personnel et le prestige des agents qui travaillent dans la mairie et on prend que 2 milliards 100 pour investir dans cette grande commune de Yopougon. Ouais. C'est-à-dire même encore Yopougon, ça manque de viabilité. Parce que sur 10 milliards, finalement, on se demande l'existence même des communes, est-ce qu'elle est finalement utile? Parce que si les 10 milliards étaient affectés dans les investissements au profit des populations, je pense que ça aurait plus de résultats qu'on crée une commune. Il faut tout de même un budget de fonctionnement. Oui, mais il faut peut-être voir toute la législation autour. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on prenne 8 milliards sur 10 pour entretenir un groupe de personnes. Monsieur le maire, pour vous entretenir et votre coterie, non, ça ne peut pas continuer. Je veux dire un mot dessus. Oui, on ne peut pas accepter cela. 8 milliards pour moins de 1000 personnes et Yopougon qui compte plus de 800 000 habitants, on prend 2 milliards 5 pour investir et aujourd'hui, les résultats sont là, très médiocres. Soit dit en passant, Yopougon, c'est un exemple comme tu as salué. Les routes réhabilitées ne sont pas efficaces. C'est très mal fait, c'est déjà moins de 3 mois les routes. C'est une proportion générale. Monsieur le maire, c'est valable chez vous? C'est que la question du budget relève, j'allais dire, de l'entière responsabilité de l'élu. D'accord? C'est l'élu qui fait son budget. La norme fixée par la loi sur les collectivités dit que les maires doivent consacrer au moins 15% de leur budget à l'investissement, de leur fonds propres à l'investissement. On dit au moins, on n'a pas dit au plus. Voilà, on dit au moins 15% du budget doivent aller à l'investissement. À Tessalé, par exemple, nous, on a fait un effort pour qu'on passe de 15% pratiquement à 41%. Donc quand on a 10 millions, on a 41% qu'on consacre à l'investissement. L'objectif que nous, on veut viser, c'est qu'à terme, on soit à 50% qui va à l'investissement et 50% dans le fonctionnement. Mais évidemment, il y a beaucoup de mairies où on est toujours à 15%. Donc quand ils ont même 1 milliard, il n'y a que 150 millions pour l'investissement et 850 millions pour le fonctionnement. Non, en réalité, on ne peut pas continuer. Non. Pas pour votre entretien personnel. Pour le fonctionnement. Ce que vous ne savez pas, c'est que moi, je peux vous dire, moi, je n'ai rien à cacher, je suis un élu. Le maire de Tessalé, il gagne 342 000 par mois. Donc, ce n'est pas un entretien en tant que tel. Tout ça est fixé par la loi. Les petites communes, on les façon de fonctionner et les grandes communes d'Abidjan, on les façon de fonctionner. Moi, en tant que maire, mon rôle, c'est une question de responsabilité. Je dis que l'argent de la commune doit partir à l'investissement. D'autres disent qu'ils veulent 85% pour le fonctionnement, c'est leur droit. Mais l'objectif est qu'on aille à l'investissement. Les mairies, leur rôle, c'est de faire de l'investissement et du développement. Mais on se rend compte que beaucoup font du fonctionnement. Mais c'est à l'État et au pouvoir central de décider qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on fait du développement ou on fait du fonctionnement? Voilà. Quand on dit 15%, ça date de 85. On est en 2023, on est toujours à 15%. Est-ce qu'on peut pas remonter et imposer peut-être 30%, même 40% aux élus?
Au moins, comme ça, ils seront obligés de mettre 40% du budget dans l'investissement. Mais si on les laisse à 15%, mais évidemment, sur 10 milliards, ils peuvent mettre 8 milliards dans le fonctionnement. Bletton Mathieu, quel est votre avis? Je ne suis pas très enthousiaste sur la mesure, même si dans le principe, c'est une bonne idée. Bon, parce que finalement, on finance nos communes comment? C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne idée. Il faut qu'on sache exactement comment on va financer les communes. Qui va cotiser? On n'a pas une tendance naturelle à la cotisation. On nous demande de payer un faux foncier. Ce n'est pas très sûr qu'on paie les impôts fonciers dans les villages et autres. Même à Abidjan, ici, c'est un peu difficile, les gens. Nous demande de payer TVA, c'est toujours compliqué. Tout à l'heure, on parlait d'augmentation. On est allergique à payer. Le mot payer, même, on est déjà allergique. Donc, augmenter les taxes de l'État, c'est augmenter les charges de l'État, c'est augmenter les charges du contribuable. Est-ce que dans un village où aucune boutique ne paye une taxe, où le marché il est hebdomadaire et que ce marché-là est animé par des dames qui sont dans les campements, qui ont travaillé dur et qui viennent sur le marché pour vendre des gombos et autres, pas grand-chose. Même si ces gens paient les taxes, combien cela va remonter? Donc tu vas prendre un village, tu nommes un maire là-bas, tu es obligé d'assurer les frais de fonctionnement du maire, même si c'est 10% du budget. On est obligé. Voilà. Finalement, ce maire-là, il peut faire quel investissement? Même s'il veut faire 100% de son budget, tu as quel collège? Il y a un maire en place ici, chez nous ici. Tu as quelle collecte d'impôts, de taxes, de ceci? Voilà. Donc, tant qu'on n'a pas créé de ressources, tout à l'heure, le Dorab Salé disait que les villages relèvent du conseil régional. Mais si vous remarquez, les conseils régionaux eux-mêmes ne perçoivent rien des gros villages. C'est-à-dire qu'en principe, dans chaque village, chacun devrait payer une petite taxe, un petit impôt quelque part. Mais ça, il ne faut pas demander à des gens qui sont dans les villages. Même à Abidjan, les villages hébrides, par exemple, il y a un modus, on s'entend avec eux, il ne faut pas trop aller les déranger. Leur marché, c'est interne, eux-mêmes, ils gèrent là-bas. Tu ne peux pas rentrer là-bas pour parler d'impôts. Ça, c'est sur Abidjan. Mais naturellement, cette entente qu'il faut avoir avec les villages hébrides, on considère que c'est la même entente avec tous les villages de l'intérieur. C'est pour ça que les conseils régionaux ne bousculent pas les villages. Il faut leur dire, il faut que vous disiez si vous voulez qu'on ait une communauté, parce qu'après, c'est ça. Et moi, l'autre problème que moi j'ai avec cette communalisation, c'est que les villages qui n'ont pas de maire sont coiffés, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, par les mutuelles. Et les mutuelles, tu as tous les cadres du village, tous les fils du village qui sont toujours d'accord. Ils choisissent quelqu'un, ils cotisent pour participer au développement du village. Dès l'instant où tu dis c'est maire, tous les cadres, on a un maire ici, je veux savoir si les cadres de sa commune cotisent pour l'aider à travailler. Dès qu'on dit que c'est une commune, ils disparaissent tous. On dit, bon, Assalé a été élu, bon, il faut laisser Assalé. D'abord, ils vont se diviser en 2 ou 3 groupes pour les campagnes, là où tout le monde s'entendait. Ils vont se diviser en 2 ou 3 groupes, il faut faire palabre. Et puis, bon, le groupe qui est élu, on le regarde faire. Les autres se préparent à le remplacer. Donc, tu prends sur 20 ans, les cadres se sont battus, ils se sont mis les pots de banane, mais le village, lui, est resté en état. Donc, moi, c'est un peu ces 2 raisons qui font. Félix Boni. Moi, a priori, la communalisation est une bonne initiative parce que, en fait, communaliser, c'est aussi régler une sorte d'injustice parce que quand on a des entités qui sont communalisées, qui bénéficient des moyens de l'État, la commune, ce sont les moyens de l'État pour apporter le développement à la base. La communalisation, a priori, devait pouvoir rapprocher le développement des populations parce que plus il y a de communes, plus on a des maires qui sont proches des populations, ils connaissent la réalité de la population et cela participe éventuellement à un développement de proximité. Par contre, à entendre tout ce qui se dit, je pense que c'est un projet qui est loin de pouvoir être viable parce que si on réserve, la loi dit qu'il faut moins de 15% de budget, au moins 15% du budget, ça dit jusqu'à 15%, je pense que c'est comme en créant des communes, on met l'argent de l'État à la disposition des personnes qui se payent, qu'on paye, qu'on entretient, et qu'à la vérité, le développement n'est pas ce qui est apporté. Finalement, je comprends pourquoi l'État central s'implique plus dans le développement que de donner ses pouvoirs. Comme on le dit, les gens se sont toujours battus à l'Assemblée nationale sur le pouvoir domanial et des collectivités territoriales. Je comprends pourquoi. Parce que 15%, je pense que c'est insignifiant. C'est donner suffisamment d'argent à des gens, mais qui ne peuvent pas réellement apporter le développement. Et je comprends pourquoi souvent les maires et les élus locaux ont des difficultés pour s'expliquer devant leur population, parce que la proportion qu'ils ont pour pouvoir apporter ce développement, pour répondre aux promesses qu'ils ont faites aux populations, finalement, est insignifiante. Donc pour moi, cette communalisation, en réalité, elle aurait pu être bienvenue
pour apporter le développement à la base. Par contre, au regard de ce que je viens d'entendre, je pense que c'est pas encore, on n'est pas encore prêt. D'accord. Bah, peut-être que, monsieur le maire, pour terminer sur la question. Juste un mot sur la question. Je voulais rassurer le frère que les maires ne roulent pas sur l'or. C'est une fonction qui est extrêmement stressante et les gens sont dans des difficultés, ne peuvent même pas imaginer. Ils n'ont pas très souvent les moyens de travailler. C'est un trésor d'imagination qu'il faut déployer chaque jour pour pouvoir travailler. Et donc, c'est une très bonne chose. Mais il faut dire aussi que déjà même l'ancien régime avait déjà pensé à faire cette communalisation. Il y avait plein de mairies qui avaient été créées à l'époque. Commune rurale. Voilà, commune rurale qui avait été créée. Quand le président Ouattara est arrivé à son gouvernement, ils ont estimé que ce n'était pas viable et ils ont pratiquement balayé tout ça. Bon, maintenant, on veut revenir encore à cette question. Je ne sais pas quels sont les moyens qu'on va déployer pour pouvoir le réaliser. Mais en même temps, comme je l'ai dit, il faut déjà que les 201 mairies qui fonctionnent et les conseils régionaux qui sont là aient beaucoup plus de moyens pour pouvoir continuer à travailler. La question est claire. On dit au moins 20% du budget aux collectivités et développement local. On est à moins de 3%. Ça veut dire qu'on est très loin de la volonté de faire vraiment la décentralisation et de donner des moyens pour qu'on développe les villages et les villes à l'intérieur du pays. Ouais. Voilà. Oui, une des solutions aussi, ça, je sais que Assalé ne va pas apprécier, aucun élu maire en campagne en ce moment ne va apprécier, c'est de dire la vérité aux populations. Une commune, c'est les cotisations des habitants. Ce n'est pas l'État qui envoie de l'argent. Non, c'est vous qui cotisez, c'est vous qui payez les taxes. Il faut que les gens acceptent de payer les taxes. Mais ça, quand tu es en campagne, bon, il vaut mieux leur promettre autre chose que de dire ça. Voilà. Donc, tu as une ville comme Tia Salé, je cite Tia Salé parce que le maire est là. Je ne sais pas combien de personnes paient les taxes là-bas. Quand les agents de la mairie vont arriver pour prendre les taxes, c'est des histoires, c'est des palabres. Ah non, les gens payent. Hein? Les populations payent là-bas. Ok, donc elles payent les taxes. Vous êtes oui, parce qu'elles savent à quoi ça sert, donc elles payent. Quand on crée la confiance, les populations, elles payent. Quand elles savent à quoi c'est destiné, forcément, elles payent. Voilà. Mais ailleurs, c'est toujours difficile. Voilà. C'est toujours difficile. Le gars, il a sa boutique, il ne comprend même pas pourquoi. C'est sa propre maison, il fait sa boutique dedans. C'est sa propre maison, il fait maquis dedans. Et toi, tu viens, tu dis, n'a qu'à payer tasse. C'est compliqué. Moi, par contre, peut-être ma proposition ne va pas du tout prendre de Tia Salé. Moi, je milite pour que les 15% fixés par la loi passent à 50%, de sorte que l'argent de l'État ne serve pas à payer les élus locaux, mais plutôt à apporter le développement aux populations. Il faudrait que les communes servent à développer, non pas à payer des élus, parce que ces élus-là, ça va se battre. Il faut préciser que les 15% en question, ce ne sont pas les fonds que l'État envoie aux collectivités. Les 15% en question s'appliquent sur les fonds propres de la collectivité. Mais il faudra que ces fonds propres aillent jusqu'à 50%. Quand on dit 50%, c'est qu'il y a des mairies où les fonds propres sont autour de 20 millions. C'est tout. Il y a des mairies où les fonds propres sont de 20 millions. Et vous avez qu'on envoie 1 500 000 francs pour le développement. Il y a des mairies même où c'est l'État central qui est obligé de prendre son argent dans le trésor public pour aller payer les gens dans leur complètement n'ont pas de ressources, où il n'y a aucune entité qui produit de l'argent, produit des ressources là pour qu'on puisse prendre des impôts. Par contre, il y a d'autres qui ont suffisamment d'argent et qui doivent forcément pouvoir faire des choses qui démontrent qu'ils ont de l'argent pour travailler. D'accord. Alors, on va sortir du pays, messieurs. En RDC, la proposition de loi sur la congolité est portée par un député de la majorité. Elle vise à interdire l'accès aux fonctions de président et autres fonctions régaliennes aux Congolais ayant un parent étranger. L'opposition et des religieux dénoncent, le pouvoir se défend. David Soyo. Être né de père et de mère congolais pour occuper la magistrature suprême en République démocratique du Congo, c'est la proposition de loi portée par l'ancien candidat malheureux à la présidentielle 2018, Noël Chiani. Ce projet de loi baptisé Congolité vise à interdire à tout citoyen congolais né d'un parent étranger l'accès à la fonction présidentielle. Le texte stipule également que l'accès aux fonctions régaliennes sera exclusivement réservé aux Congolais n'ayant pas de parents étrangers. Pour la société civile et les associations de droits de l'homme, si cette loi est votée, elle serait une menace sérieuse à la cohésion sociale. Selon le camp de l'opposant Moïse Katumbi, candidat déclaré à la prochaine présidentielle congolaise, cette loi viserait à écarter certains candidats, leur mentor en premier. À côté des manifestations, plusieurs voix se lèvent pour fustiger ce projet de loi qualifié de xénophobe. Abandonné après son rejet par l'Assemblée nationale en 2021, il est aujourd'hui réintroduit par son initiateur, Noël Chiani.
Ce projet de loi controversé serait-il la solution à la crise socio-économique que traverse la République démocratique du Congo? Alors, on va juste faire un tour de table, messieurs, sur cette question. D'ailleurs, c'est une proposition d'un député de la majorité. Bledson, Mathieu, qu'est-ce que vous pensez Non, de c'est une erreur. Ce n'est pas une loi qui doit... D'abord, ça ne prospérera pas. L'Église catholique s'est prononcée contre. Et en RDC, quand on parle de l'Église catholique, c'est un acteur majeur de la politique. En tout cas, on s'en tient aux dernières élections. Elle a joué un rôle essentiel. Ensuite, la proposition reste à Kinshasa, au nord-est, dans le Kivu. Les gens sont, comment on appelle ça, préoccupés à autre chose. Ils ne sont même pas encore inscrits sur la liste électorale. Il y a l'insécurité, le M23 en train de les faire terrible. Donc, ce n'est pas une proposition qui peut aller loin. Quoi. Voilà. Ouais. Félix Boni. Je dirais que les politiciens, quand ils font des propositions, il faut pouvoir s'inspirer parfois aussi des erreurs des autres. Hein. On a vécu un peu l'ivoirité en Côte d'Ivoire, la stratification de la population. On s'est retrouvé avec un pays où les populations étaient à un moment donné juxtaposées et non pas dans un vécu, dans une sorte de brassage. Je pense que ce n'est pas une loi qui est vraiment la bienvenue. Et l'instant même présent de la résurrection de ce projet de loi n'est pas vraiment un bon timing. À quelques mois de la présidentielle. D'autant plus que celui qui fait la proposition appartient à la majorité. Et à quelques mois de la présidentielle, on ressort ce projet de loi alors qu'on a un éventuel candidat qui est issu qui n'est pas de père et de mère congolais. Donc ça ressemble à une sorte de règlement de compte, et ça, ce n'est pas intéressant. Quand bien même au départ, lorsqu'il expliquait son projet au départ, c'était contre les Congolais rwandophones, après la crise, la guerre de 1996 à 2000, qui ont fait rentrer beaucoup de Rwandais qui ont occupé des postes, qui sont retournés au Rwanda pour occuper d'autres postes. C'est vrai, il a expliqué comme ça au départ, mais quand on regarde le contexte actuel, le timing, c'est un projet pour régler un problème de personnes et ça ne doit pas prospérer. L'ancien Bakayoko, le gouvernement rassure, c'est un projet qui peut ne pas aboutir. Quelle est votre réaction? Moi, je pense que le Congo fait tout pour perpétuer la balkanisation de son pays. C'est-à-dire qu'il le remet actuellement au goût du jour. En tout cas, il fragilise son ciment national. C'est-à-dire que ce qu'il a jusque-là réussi à contenir, c'est-à-dire son unité nationale. Parce qu'en réalité, tout le monde voit que c'est un projet de loi qui vise un individu. Tout le monde parle de Moïse Katumbi, mais ça va bien au-delà. Parce que c'est un projet de loi qui vise aussi Joseph Kabila. Parce que dans la mentalité collective, en tout cas, ce poison a été installé que Joseph Kabila n'est pas forcément rwandais, même s'il est congolais. Certains pensent qu'il est rwandais. Et donc, moi, je pense que ce projet de loi va continuer à balkaniser, en tout cas à fragiliser davantage ce pays, parce que tous ceux qui sont rwandophones, c'est-à-dire toute la bande Est, je parle du Massissi, je parle de l'Ituri, je parle même du Nord Kivu, et même du Katanga, et même dans le Lualaba, notamment à Kolwezi, tous ceux-là ont si vous voulez, des fibres un peu orientales, en tout cas orientales par rapport au Congo, c'est-à-dire au niveau du Burundi et du Rwanda. Or, ce projet de loi que Noël Tchani défend, que j'ai eu l'occasion d'écouter sur une radio congolaise, il parle de la possibilité d'installer des gens qui n'ont aucune acquaintance avec le M23 parce que, dit-il, dans beaucoup de sphères au sommet de l'État, il y a des gens qui sont rwandophones. Mais ironie du sort, lui-même Noël Tchani et des nationalités américaines. Citoyen américain. Alors, Salé. Bon, moi j'ai été en RDC il y a pratiquement, je suis allé à deux ou trois reprises ces 2 dernières années. J'ai passé quelques temps là-bas, j'ai vu ce pays-là. Et le niveau de développement auquel il est, même à Kinshasa, quand tu vois ce qui se passe à Kinshasa, quand tu vois à Kinshasa, je dis que ce pays n'a pas besoin de ce débat-là. C'est-à-dire qu'ils ont trop de choses à gérer au Congo aujourd'hui pour qu'on vienne distraire les gens avec une proposition de loi qui est faite par un député de la majorité à la veille des élections présidentielles. On sait très bien que l'objectif qui est visé derrière. Et donc je pense que l'Afrique n'a pas à perdre du temps dans ces débats-là. Aujourd'hui, le monde est en train de se développer. Tous les pays sont en train de se battre pour que les choses essentielles qui manquent à la population leur soient données. Cette proposition de loi-là ne peut pas apporter grand-chose aux Congolais. Il vaut mieux que l'initiateur
renonce à cela et que la majorité propose autre chose aux Congolais que de diviser le pays avec des lois qui prennent leur essence en Côte d'Ivoire. D'accord. Merci pour ce soir, c'est terminé. Merci à Atsale Tieboko, Lansine Bakayoko, Félix Boni. Bledson Mathieu, merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur RT. Cette émission est réalisée par Fofana Mamadou. Merci à toutes les équipes techniques autour. Davis Oyo pour les reportages. À dimanche pour un autre numéro du Club de la Presse.